Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une opération d'envergure à la frontière entre le Mali et le Burkina. La justice sénégalaise a rejeté la demande de remise en liberté provisoire du maire de Dakar. L'homme est inculpé et écroué pour détournement de fonds publics. Ouverture du dialogue entre partis au Paraguay, la deuxième force politique du pays absente. En Centrafrique, la mission des Nations Unies MINUSCA a affirmé mercredi avoir obtenu le départ des éléments armés de Ngaoundai. Cette localité située au nord-ouest du pays, à la frontière avec le Cameroun et le Tchad, a été prise d'assaut mardi matin par deux factions alliées de l'Est-Séléka, le mouvement patriotique de Centrafrique MPC et le mouvement Révolution Justice RJ. Selon le porte-parole de la MINUSCA, la force onusienne a dépêché deux patrouilles à Ngaoundai pour assurer la sécurité des populations et la situation est désormais sous contrôle. Des actes de pillage ont été enregistrés, mais aucun bilan des violences n'a pour l'instant été évoqué. Dans un communiqué publié mardi, la MINUSCA a appelé tous les groupes armés à cesser immédiatement et sans condition toute hostilité et à choisir la voie de la paix proposée par les autorités, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme de désarmement et de réconciliation nationale. La MINUSCA a également dénoncé deux autres factions Est-Séléka, le FPRC et l'UPC, accusés de menacer les civils dans d'autres villes du pays. Au Mali, une opération militaire est en cours à la frontière avec le Burkina Faso. Cette opération qui mobilise des soldats burkinabés et maliens, appuyés par des soldats français de l'opération Barkhane, se déroule parallèlement à une opération de coopération transfrontalière dénommée Panga. Dans ce cadre, plusieurs centaines de soldats enchaînent depuis le 26 mars dernier des opérations dans la zone d'Ombori, située entre Gao et Mopti, dans le centre du Mali. L'objectif de cette opération est de déloger des terroristes qui pourraient s'y cacher, notamment dans la frontière de Féro, qui s'étend de part et d'autre de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Une forêt qui, selon plusieurs sources sécuritaires, abriterait de nombreux terroristes. Si cette opération n'est pas la première du genre dans la région, c'est tout de même la première fois qu'elle enregistre un tel niveau de coopération. Toujours dans le cadre de l'opération, un poste de commandement tripartite a été installé à Mopti, dans le centre du Mali, pour coordonner les efforts. Quatre mois après le départ de l'ancien dictateur Yaya Jammeh, la Gambie s'est complètement transformée et les langues ont commencé à se délier. Suite à l'arrestation de Djou Goulart, l'armée secrète de Yaya Jammeh qui effectuait la plupart des exactions et grâce à leurs indications, les forces de l'ordre ont commencé à exhumer les corps des opposants disparus, ce qui est un soulagement pour les familles de ces derniers. Parmi les corps retrouvés figure celui de Ndjaga Tchanié, disparu depuis 2 ans et qui avait participé à la tentative avortée de coup d'État du 30 décembre 2014 contre Yaya Jammeh. Il avait officiellement été tué dans l'attaque ce jour, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Sa famille espère connaître très bientôt la vérité. Ces dernières exhumations portent à 4 le nombre de corps retrouvés depuis la fuite de Yaya Jammeh. Selon Boubacar Sarr de l'unité criminelle de la police, les recherches devraient continuer. Jusqu'à l'arrivée de médecins légistes étrangers capables de les examiner, les corps resteront à la morgue de Banjul. La justice sénégalaise a rejeté la demande de remise en liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, inculpé et écroué pour détournement de fonds publics, a annoncé mercredi un de ses avocats. Khalifa Sall, maire de Dakar depuis 2009 et probable candidat à l'élection présidentielle de 2019 contre le chef de l'État Macky Sall,
doit répondre de dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevés sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de sa mairie. Il est depuis le 7 mars en détention préventive à Dakar. Le juge d'instruction a pris le lundi 3 avril 2 ordonnances, dont une pour rejeter la demande de liberté provisoire pour Khalifa Sall, a affirmé Maître Seydou Diagne, un de ses conseils. Dans une seconde ordonnance, le juge a clôturé l'information sur le dossier Khalifa Sall, a-t-il ajouté. Avec la clôture de l'information, le maire de Dakar devrait prochainement soit bénéficier d'un non-lieu, soit être renvoyé devant un tribunal pour un procès. Khalifa Sall, responsable du Parti socialiste, une formation membre de la majorité présidentielle, est accusé d'escroquerie portant sur des deniers publics, de détournement de deniers publics, d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, ce qu'il nie depuis toujours. La floraison de start-up est menacée au Cameroun. Pour cause, la coupure d'Internet depuis près de 3 mois dans les 2 régions anglophones du pays. Une conséquence économique du conflit politique entre le gouvernement central de Yaoundé et sa minorité linguistique. Fin mars, la ministre des Télécommunications a reconnu à demi-mot que les autorités étaient à l'origine de cette coupure. Raison évoquée, tenter d'étouffer la contestation dans les 2 régions anglophones qui se traduit depuis novembre 2016 par des grèves et des journées villes mortes. Pour retrouver du réseau, Churchill a dû déménager son lieu de travail à 50 km de Bouéa, vers Bonaco, première ville de la région littorale voisine. Et c'est tellement difficile maintenant à mener nos affaires là-bas à Bouéa depuis qu'on a coupé Internet. Donc c'est pas évident. Il y a les pertes d'argent, il y a les gens qui ne peuvent plus travailler comme d'habitude. Il y a certains qui ne peuvent plus prendre les investissements. Il y a certains qui ne peuvent plus travailler avec les clients à l'étranger à cause du coupure d'Internet. Donc, ça dérange, ça affecte tout le monde. Je comprends que c'est pour renforcer la sécurité, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure manière. D'après l'ONG française Internet sans frontières, cette coupure en 60 jours a déjà coûté 2 069 000 d'euros à l'économie camerounaise. La coupure d'Internet dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun constitue une violation par le gouvernement du droit international sur la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit à l'information et la liberté de la presse. D'après la même source, depuis la coupure d'Internet, les autorités camerounaises ont multiplié les arrestations, notamment d'avocats et de journalistes. En Afrique du Sud, le dernier remaniement et le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan ont poussé lundi l'agence de notation Standard & Poor's à dégrader la note de la première économie d'Afrique. Un très mauvais signal envoyé aux investisseurs étrangers qui s'inquiètent aussi d'une hausse de la corruption. Dès sa nomination, le nouveau ministre des Finances, Malusi Gigaba, s'est voulu ferme. Le gouvernement ne changera pas sa politique économique et si les investisseurs étrangers en doutent, qu'à cela ne tienne. Malusi Gigaba promet des réformes pour améliorer le niveau de vie des Sud-Africains. Mais avec la dégradation de sa note, l'Afrique du Sud aura bien plus de mal à emprunter pour investir dans son économie. Difficile dans ces conditions de se passer des acteurs étrangers qui ne sont pas rassurés par le nouveau ministre. Quand il était ministre des entreprises publiques, il y a eu nombre de problèmes de corruption, explique Azar Jamil, directeur du bureau de conseil économétrice. Ensuite, son passage au ministère des Affaires intérieures a été marqué par sa législation sur le tourisme. Les conditions d'obtention de visa pour les étrangers ont été terriblement durcies, ce qui a entraîné une baisse considérable de l'activité touristique en Afrique du Sud. En conséquence, les gens le soupçonnent non seulement d'être incompétent, mais surtout d'être mêlé à des méthodes assez douteuses. D'après le classement de Transparency International, l'Afrique du Sud est le 45e pays le plus corrompu au monde.
Les écoles à nouveau fermées au Niger pour 72 heures. Les enseignants observent une grève de plus qui fait suite à plusieurs autres observées déjà depuis la rentrée scolaire d'octobre dernier. Pour rappel, les syndicats rejettent l'évaluation des enseignants décidée par le gouvernement. Ils exigent aussi le recrutement direct des contractuels à la fonction publique ainsi que le paiement des arriérés de leur pécule et à temps. Pour éviter la grève, le gouvernement et les syndicats se sont retrouvés pour des négociations. Mais cela n'a rien donné. Nous avons passé en revue les différents points de revendication. Nous avons fait observer aux syndicalistes que sur bien des points, nous avons tenu à notre parole. Nous avons fait ce que nous avons promis de faire. Nous avons regretté qu'ils soient allés dans des grèves totalement inutiles. Pour les enseignants, la rencontre vise à renouer seulement le dialogue rompu depuis plusieurs mois. Seule la satisfaction de leurs revendications peut les ramener à des meilleurs sentiments. Le dialogue au moins a repris. Parce qu'en dehors du dialogue, il n'y a que le bras de fer. Et on était prêt à le continuer jusqu'au bout s'il le fallait. Parce que c'était légitime ce que nous avions demandé, en dépit de tous les qualificatifs péjoratifs et infondés, excusez-moi, qu'on avait donnés à nos revendications. La partie gouvernementale a noté et nous a promis qu'elle ira faire d'autres investigations, recherche d'autres informations pour nous rappeler afin qu'on continue sur la table du dialogue. L'année scolaire tire à sa fin avec le dernier trimestre en cours. Si les grèves continuent, elles risquent d'être compromises. Suite à de violentes manifestations le week-end, le dialogue entre partis s'est ouvert mercredi au Paraguay. Au menu, le projet controversé de réforme de la Constitution. Mais la réunion est marquée par une absence de taille, celle du Parti libéral, la principale formation d'opposition. La deuxième force politique du pays refuse de participer aux discussions qui se tiennent avec la médiation du pape et de l'Église. Sa principale condition, le texte prévoyant d'autoriser plus d'un mandat présidentiel, doit être purement et simplement retiré. Il a été déterminé au cours de la discussion que le projet de réforme n'ira pas plus loin au sein de la Chambre des députés, tant que ce dialogue aura cours. Nous avons tous accepté de nous asseoir et de poursuivre la discussion afin de rétablir la paix et l'harmonie pour tous les citoyens. Le chef d'État conservateur Horacio Cartes, qui préside le dialogue, veut briguer un second mandat en avril 2018. Fernando Lugo, ex-évêque et président de gauche de 2008 à 2012, appuie la réforme pour la même raison.